Tu demanderais les mecs. Les meufs. Ah, les meufs, là vous avez gagné. Ça c'est le féminisme. Ah, toujours. Bonsoir à tous. Alors ce soir ça va être une effraction en live où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Alors personnellement je sais pas pour mon ami Superflame, mais pour moi je n'ai aucun tabou. Donc j'accepte n'importe quelle question. Et pour ta part je ne sais pas. Moi, tant que ça ne concerne pas la vie privée, je réponds à tout. Donc apparemment il y a un micro qui va passer dans le public. C'est le monsieur en vert là, juste là, il est beau, il est magnifique, il est soyeux. Donc n'hésitez pas à lever la main bien haut si vous avez des questions à poser. Alors ça serait une question pour Antox. Oui. Par rapport à tes lives, par exemple sur Pascal le Grand Frère où tu commentes, est-ce que tu as déjà eu des problèmes par rapport à ça Alors j'ai pas eu de problème, que ce soit de la part des viewers ou même de la part de l'énergie 12 ou de Pascal en lui-même. Hormis le fait que, du coup, eux n'apprécient pas des masses que je monétise sur leur contenu. Mais c'est les seuls problèmes que j'ai eu par rapport à ce genre de live. Alors, moi j'ai une question, c'est pas une question de moi directement, mais j'attends d'une amie à moi. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau de BML? Ah ouais, non, ça va pas, non. Vraiment, BML. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai un SoundCloud. Et sur ce SoundCloud, j'ai composé un son, c'est une parodie de PNL. Je pense que vous connaissez PNL. Voilà, ah putain, même jusqu'au bout là-bas, ils connaissent. Et du coup, j'ai fait une parodie de PNL sur mon SoundCloud. Donc si vous voulez vous foutre de ma gueule, allez sur mon SoundCloud, vous verrez, c'est magique. À l'époque, je regardais énormément les Guignols de l'info et j'étais tombé sur un reportage sur les coulisses des Guignols. Et le lendemain, dans la cour de récré, je m'étais dit waouh, en fait, une seule personne peut produire plusieurs voix. C'était un concept que je n'avais pas encore intériorisé à cet âge-là. Et le lendemain, j'essayais de refaire les voix des marionnettes pour faire marrer mes copains. Ça marchait plutôt bien. Après ça, j'ai commencé à faire Homer Simpson, qui est vraiment une des voix que j'ai appris plus tôt. Et en gros, ça va véritablement dépendre de la voix que je vais imiter. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'imite aussi bien Jean-Pierre Pernaut que les frères Bogdanov, parce que la base vocale est la même. Par exemple, si je te fais Jean-Pierre Pernaut, Madame, monsieur, bonjour, au sommaire de ce trésor, on se rend dans les Charentes-Maritimes, dans le petit village de Pointe-tous-les-Coins-Coins. tu vois. Et ben si tu rajoutes de l'énergie dans cette voix, tu obtiens Igor et Grishka Bogdanov. Bonjour à tous, bonjour Igor, bonjour Rishka. Soyez tous les bienvenus dans Temps X. Nous allons découvrir ensemble les mystères de l'univers. Et en fait, c'est la même base vocale, mais traitée différemment. Et il y a beaucoup de voix pour lesquelles c'est le cas. Voilà. Donc, si tu as eu des problèmes avec des youtubeurs que tu as critiqués, Alors, j'ai jamais eu réellement de problème avec des youtubeurs que j'ai critiqués parce que généralement, la plupart, si ce n'est même tous, avec des guillemets quand même, faut pas déconner, sont assez adultes pour comprendre que c'est une critique du contenu et pas de la personne. C'est rarissime que j'attaque la vie privée, c'est rarissime que j'attaque la personne en elle-même, c'est vraiment le contenu tout simplement. La plupart des gens que j'ai critiqués, je les ai rencontrés en vrai. On a pu discuter, débattre. On s'est pas battu une seule fois, on s'est pas insulté ni rien, ça s'est très bien passé. Et qui? Et Jericho, mais moi j'ai jamais critiqué Jericho sur ma chaîne. Tu es un faux abonné. Honte à toi. Et je te reconnaîtrai. Une question pour Superflame. Est-ce qu'il y aurait une voix que t'aimerais imiter et que tu sais pas encore la faire? Ouais, j'aimerais beaucoup arriver à imiter la voix de Richard Darbois. C'est celui qui fait la grosse voix d'énergie et la voix d'Harrison Ford, ça j'y arrive pas. Oh, j'avoue qu'elle est J'aimerais badass. vraiment arriver à l'imiter. Là pour faire des bandes annonces, celle-là. Ah ouais, c'est badass. en Antox encore, Ouais. par rapport à ton désabonnement d'Ami Sem, la vidéo, est-ce que tu as eu une réponse? Est-ce que j'ai eu une réponse? Oui. Ah oui, il a fait une vidéo réponse, bien sûr. Mais après, il a préféré retirer cette vidéo-là parce qu'il voulait pas que ça fasse polémique, parce qu'il voulait pas que ça fasse trop d'ampleur, et je peux comprendre, hein, bien sûr. Mais oui, j'ai eu une réponse étonnante. C'est ce que je dirais. Merci. Je t'en prie. Superflame, Yes. je me demandais si tu avais déjà essayé d'interpréter une voix, mais sans jamais réussir à l'avoir. Est-ce que c'est pas la question qu'on vient de me poser? Non, mais plus dans le sens, comment se dire, ne pas réussir à interpréter une voix de A à Z. Ah, tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, par exemple, je travaille un petit peu Gérard Depardieu, et j'arrive pas à faire sa voix quand il parle, j'arrive juste à faire des sons gutturaux. Genre les... Tu vois, c'est des bruits de Gérard, mais pas Gérard. Oh, une coquerette. Tu vois, C'est vrai que ça ressemble vachement en ouais, plus. c'est ça, mais j'arrive pas à parler avec cette voix. Il faut plus d'alcool, plus d'alcool. Ouais, il faudrait que je boive un peu plus. Je pense, ouais.
on est suffisamment loin pour pas mordre ni interagir physiquement avec vous, donc ça va. Bonjour, alors moi c'est une question pour Antox. Oui. Alors moi je t'ai connu très récemment sur la vidéo sur Fougeray, parce que je regarde beaucoup de ces genres de vidéos-là. Et alors, est-ce que tu leur as parlé après en disant que c'était vraiment des grosses conneries ou... Alors, pour la vidéo de Fougeray, c'était poker, mais vraiment un coup de poker incroyable. À la base, moi j'y suis allé en famille juste pour filmer comme ça tranquille, et j'avais juste pour but de ramener des souvenirs, en fait, tout simplement. Et j'aurais jamais cru filmer ce que j'ai filmé, donc une arnaque totale. Ah ouais, là. À 95 €, ça pique quand même, hein, t'as intérêt de profiter de l'arnaque, hein, parce que sinon ça fait mal. Et j'ai eu une réponse indirecte de la part de la patronne qui a comparé ce que j'ai fait à Auschwitz et à des femmes tondues en 45. Ok, rapport. Je me suis dit, ah d'accord, je suis le nouvel Hitler, je l'apprends, je ne le savais pas, c'est étonnant. J'ai jamais eu de vrai dialogue, parce qu'ils n'ont jamais cherché à rentrer en contact avec moi, alors que moi j'ai mes DM ouverts, il n'y a pas de problème, tu peux me parler sur Facebook, où tu veux, tu vois. Mais je pense que non. Le dialogue avec ces personnes-là, quand tu leur mets le nez dans leur caca, ça marche pas. Et du coup, est-ce que tu vas refaire d'autres vidéos de ce genre ou pas du tout? J'aimerais bien. Moi j'ai une question pour Super Flemme. Oui. Je voudrais savoir, parce que je suis une grande fan de l'univers Harry Potter, si tu arrives à gérer des voix de l'univers Harry Potter ou pas. Oui. J'imite plutôt bien le professeur Slughorn, puisqu'il a été doublé par Roger Carrel. Oh, monsieur Potter. Ça, c'est cette voix un petit peu... En avant, Hermione, venez voir. Approchez-vous un petit peu. Ah bref, ils disent pas vraiment ça, mais... qui c'est que j'arrive à faire aussi? Un petit peu, très vite fait, Dumbledore. Soyez tous les bienvenus à Poudlard. Super Flame, quelle est la voix la plus difficile que tu arrives à faire? Ah, Je crois que c'est justement la voix de Morgan Freeman. J'ai mis énormément de temps à la maîtriser. Très grave, ça fait mal à la gorge. Faut serrer pas mal, repérer la bonne intonation. C'est dur. Et la voix préférée, ta voix préférée que tu as J'ai aussi un petit Évidemment. faible pour Stallone. J'adore dire de la merde avec cette voix. Ouais, elles font mal à la gorge, les voix comme ça. bah ouais, tu m'étonnes. C'est quel événement qui vous avait commencé sur YouTube où vous vous êtes dit je vais faire une chaîne YouTube? Vas-y, commence. Alors moi, c'est une vraie anecdote. Je me baladais en montagne et je me suis pris une tempête de grêle d'un coup dans la gueule. J'étais avec des potes et on s'est réfugié dans une grotte. Et là, on rentre dans la grotte pour s'abriter justement des grêlons qui tombent. Ça va tout à l'heure et tout. Et là, au fond de la grotte, on voit un vieux. Il nous regarde et il dit ouvre la chaîne YouTube. Non mais tu rigoles. Il s'approche de moi, il fait tu es l'élu. On doit faire une chaîne YouTube, faire des imitations. Alors moi je lui dis mais vous êtes débile monsieur, mais pourquoi je ferais ça et tout. Et après le vieux il commence à faire il fait une crise cardiaque et il meurt. Et je me dis bon, par respect pour son âme, je vais lancer ma chaîne YouTube. Non mais plus sérieusement, On sent que ça a été préparé à l'avance. oui. Là, plus sérieusement, c'est juste mes potes qui m'ont dit bon mec, t'arrives à faire plein de voix, fais une compilation de ça, mets-y en ligne et ça va sans doute peser. Et bah ouais, ça a pesé. Ma première vidéo, elle a fait, à l'heure actuelle, elle a plus de 3 millions de vues, je crois. Et à l'époque, elle avait fait 100 000 en quelques jours. C'était énorme. Et du jour au lendemain, j'avais une communauté assez conséquente. Cool. Pour le coup, moi, c'est beaucoup moins glamour. J'étais dépressif et je voulais me foutre en l'air en ouvrant les veines avec une enveloppe, mais ça marchait pas. Non, en fait, c'était par rapport à une rupture qui a été très douloureuse. Et je me suis dit, quoi de mieux pour oublier une relation difficile que de se monopoliser le cerveau H24 constamment sur tout et n'importe quoi. Et quoi de mieux qu'une chaîne YouTube puisque tu gères tout. Que ce soit la lumière, la caméra, le graphisme, le montage vidéo, tout. Donc t'es H24, tu penses à tout le temps en fait. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour pallier à une dépression de relation de merde. Alors bonjour, ça serait pour savoir comment s'est passé donc vos tournages, même le tournage ensemble, et si vous aviez une idée de peut-être en refaire un ensemble ou individuellement. Alors retourner ensemble, ce serait avec plaisir. Avec grand plaisir, bien sûr. Carrément. C'était vraiment très cool de bosser ensemble sur la série Andrew Bennett. Enfin voilà, c'était une expérience absolument formidable. Très dur pour moi, puisque c'était la première fois que j'étais confronté à une véritable réalisation gérée par une vraie équipe de production, une équipe de cinéma, des vrais pros quoi. Au début, il y a eu une petite difficulté à installer un rapport de confiance entre le fait qu'eux étaient des professionnels de l'audiovisuel et moi je débarquais d'Internet.
En gros, ils avaient des a priori par rapport à ça. C'était pas de la méchanceté, c'était juste qu'ils avaient peur. Ils étaient inquiets de savoir est-ce que je jouerais bien, est-ce que les trucs seraient bons et tout et tout. Au final, les craintes se sont assez vite dissipées au fur et à mesure du tournage. Après, Antox n'a tourné que 2 jours, il me semble. Ouais. Ces 2 jours étant d'ailleurs espacés d'1 ou 2 semaines, il me semble. Dans 3 semaines. 3 semaines. C'était tout début du mois et après toute fin du mois. Donc le premier jour, on a tourné les scènes avec lui, c'était les scènes du bar, le bar de Billy Jack et tout. Et toutes les scènes dans la porte ont été tournées 3 semaines plus tard. Ça a été très particulier pour moi parce que c'était la première fois que je jouais avec des professionnels. Et c'est impressionnant, genre quand toi t'as l'habitude de faire le con dans ton salon à te balader à poil devant la caméra, tu te dis on s'en fout, je suis tout seul, je vais flouter Osef, c'est pas grave. Et là tu te dis il y a au moins 15 personnes devant toi, c'est pas le même délire, t'as intérêt d'être carré. C'est ça, quand t'es youtubeur, souvent tu gères tout de A à Z. Là, il y a vraiment une quinzaine de personnes, voire même une vingtaine, avec chacune un rôle spécifique. Il y a un gars qui donne des ordres, il y a un gars qui veille qu'il y ait le silence qui est fait, il y a un gars qui est le responsable de l'éclairage, il y a un gars qui est responsable d'amener de la bouffe à ceux qu'on fait, il y a des maquilleurs, il y a des dizaines de corps de métier qui interviennent, et avoir tout le monde autour de soi, c'est assez... ça nous met une certaine pression et une obligation de résultat. Après, bien entendu, on a très vite installé une relation de confiance, d'amitié, d'habitude, et on était sur du 5 minutes par jour, 5 minutes utiles par jour, c'est-à-dire que pour une journée de tournage, ça nous donnait 5 minutes exploitables pour la série, en fait. Sachant qu'en temps normal, quand on est sur un format comme ça, on est censé faire du 2 minutes utiles par jour. On a produit beaucoup plus quotidiennement, parce qu'on avait des délais de production qui étaient assez courts, puisque la clause qu'on avait avec CNC Talent, qui est la branche web du CNC, stipulait qu'on devait sortir le truc dans les 6 mois après avoir reçu l'argent. Du coup, on a dû tourner très vite. Non, la scène du bar. Oui. On l'a fait sous les coups de quoi, 16h, 17h? Ouais, quelque chose comme ça. Et on a terminé à 1h30? Ouais. Pour 5 minutes de rush. Pour 5 minutes. Ouais. C'est pour vous donner une idée à peu près du délire. C'est-à-dire que le moindre éternuement, le moindre bafouillage, on recommence tout de A à Z. C'est terrible. Après, sur le plan humain, ça a été très, très, très enrichissant parce qu'au final, quand tu es sur un tournage, tu vis avec des gens avec une vingtaine de personnes, voire même dans le cas d'Andrew Bennett, il y a eu 80 personnes qui ont été mobilisées au total. Ouais. Si on inclut tous les comédiens, les figurants, tout ça, qui est du monde de ouf. Hein. Et tu vis avec ces gens au quotidien. Dans mon cas, ça a été pendant un mois complet. Donc on apprend à se connaître, à se découvrir. C'est comme une espèce de deuxième famille temporaire qui se crée pendant ce laps de temps. C'est des liens très forts. Ouais, voilà, c'est un truc vraiment très intense, mais en même temps, c'est de cette fusion de bonne volonté, de petites mains, c'est une vraie fourmilière qui permet justement l'émergence d'une œuvre comme Andrew Bennett. Et c'est vraiment très enrichissant et j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer ce genre d'aventure. Et j'aurais juste une question, c'est quelles ont été tes inspirations pour la série? Je pense par exemple au Visiteur du Futur, des choses comme ça, quelles sont tes inspirations? Alors pour le coup, pas du tout le Visiteur du Futur. Ce qui m'a inspiré, c'est des séries que moi de base j'aime bien regarder. Sherlock, Doctor Who bien évidemment. Et j'ai aussi été pas mal inspiré par Stranger Things un petit peu. Et sinon globalement, moi quand j'écris des trucs, j'adore écrire du fantastique parce que j'en ai marre que la fiction consiste à raconter la banalité du quotidien. Je trouve qu'il y a énormément d'œuvres qui n'ont pour seul but que de dépeindre une réalité ou un truc qui se veut réaliste. Et moi mon objectif avec la fiction, c'est au contraire de faire voyager les gens et de leur proposer quelque chose qui ne pourraient pas véritablement vivre dans leur vraie vie. C'est pour ça que très souvent, dans les trucs que j'écris, tu pars d'un quotidien banal et ce quotidien vient se faire fracasser la gueule par quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Et sinon, d'une manière générale, par rapport à Andrew Bennett, depuis que je suis au collège, j'ai cette espèce d'image mentale d'une porte qui tient toute seule debout au milieu d'un champ. Et j'étais un peu dérangé à l'époque, faut pas lui en vouloir. Et j'avais envie d'exploiter cette chose. Et plusieurs années plus tard, je me suis dit que j'allais le faire dans un Super Flame Story. Ça a donné La Porte de l'étrange, qui est un petit peu le truc qui a créé le personnage d'Andrew Bennett, mais je ne pensais pas que je réutiliserais le personnage d'Andrew Bennett au moment où j'ai créé La Porte de l'étrange. Plusieurs mois après ça sont passés, j'ai écrit le calendrier d'avant la fin des temps, 24 épisodes d'environ 10-15 minutes diffusés du 1er au 24 décembre sur ma chaîne YouTube en 2017, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est ça. Et je me suis dit, tant qu'à écrire cette espèce d'histoire fantastique dans laquelle un petit village est confronté à une série de meurtres plus ou moins surnaturels, ça pourrait être sympa de réutiliser ce fameux personnage d'Andrew Bennett qui se déplace à l'aide de cette porte magique et qui est à la recherche de bouquins extraordinaires qui renferment des pouvoirs, quoi. Et ce truc a tellement bien fonctionné et plu aux gens
parce que c'était la première fois que les gens qui venaient me voir en convention après ça ne venaient plus me voir en tant qu'imitateur, mais en tant que créateur d'un univers qui les avait passionnés. On me disait plus oui, tu peux imiter telle voix, si ça. On me disait c'est quand la suite, comment tu as eu l'idée de ce personnage, pourquoi il se passe ça, est-ce que tu peux m'en dire plus sur tel élément d'histoire. Les gens s'intéressaient à une création de moi plus qu'à moi. C'est là que je me suis dit que ce que j'avais créé avait un véritable potentiel, et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le porter à l'écran. C'est pour ça que j'ai contacté la boîte de production sur Live Prod, et j'ai contacté les gars, je leur ai dit bon, est-ce que vous êtes chaud pour porter ce genre d'univers à l'écran? Ils m'ont dit ouais, carrément. Après ça, on a commencé à monter tous les dossiers de financement, et le truc était sur les rails, et 6 mois plus tard, un bébé d'essai. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait du produit fini, de toute la série? Vous auriez préféré faire quelque changement? Ah, il y a 2-3 trucs qu'on aurait voulu pouvoir faire, mais qu'on n'a pas pu faire faute de budget. En fait, quand tu es dans la production audiovisuelle, le pognon, c'est le seul truc qui conditionne tout le reste. Si tu as du blé, tu fais ce que tu veux. Si tu n'en as pas, tu peux pas faire ce que tu veux. Typiquement, dans cette saison 1, il y avait tout un arc narratif qui parlait du personnage d'Alias. Parce que vous l'avez sans doute remarqué dans la saison 1, au final, il apparaît juste un petit peu comme ça, il n'est pas très présent. À la base, moi, j'avais écrit tout un arc narratif où on apprenait des choses sur son passé, sa vie de famille, sa relation à Andrew et tout. Et en fait, à un moment donné, quand les chiffres sont tombés à savoir combien de pognon on avait, on a dit on n'a pas assez pour réaliser le truc dans l'état, faut virer des trucs. Et moi, quand j'écris des choses, chaque scène est interdépendante des autres. Ce qui fait que c'est très difficile de supprimer un seul petit truc. Du coup, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va supprimer tout un arc narratif, le seul qui n'a pas trop d'incidence. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un passage avec Alias, on l'a viré de chaque épisode, à part les 2 ou 3 clins d'œil qu'il y a eu dans la série, quoi. Voilà. Sinon, voilà, toujours c'est le pognon. On aurait aimé avoir des vraies voitures de police, par exemple, pas juste des trucs avec un petit gyrophare. On aurait aimé avoir des beaux costumes de policiers, pas des trucs qui taillent trop grand ou juste une chemise bleue. Et franchement, ça passe. Ça fait la blague. Ça se voit fait pas. la blague. Mais quand tu es toi-même sur le tournage, c'est un peu plus difficile de se dire ce que verra le spectateur. Ouais. Moi, en fait, on a un peu du mal quand on était dans la prod à rentrer dans l'histoire parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. On sait que les scènes du hangar, en fait, elles ont été tournées à l'étage d'un concessionnaire automobile et que tous les cartons que vous voyez en arrière-plan, ils sont vides. Le spectateur qui découvre l'œuvre, lui, ne les voit pas. Pour Super Flame, à propos de la collaboration avec Retake, tu faisais un peu... Calme-toi, tout va bien se passer. T'inquiète. T'inquiète pas, prends ton temps. Tu fais à peu près... tu sais faire des voix d'animés ou pas? Enfin, de personnages? J'ai déjà collaboré 2 ou 3 fois avec eux. À chaque fois, je créais des voix sympathiques qui pouvaient coller au personnage. Il y a une seule fois où j'ai vraiment reproduit la vraie voix du comédien. C'était dans la parodie de Wakfu où je faisais la voix de Google Oragran, puisqu'il est doublé par Benoît Alman. Voilà. Reste au chemin, c'est là. À quand le tome 2 des FDP de Tumonia? Ah, alors le tome 2 des FDP de Tumonia, il est déjà en préparation. Vous le savez pas, on communique pas trop dessus parce que justement pour l'instant, il y a que le squelette avec pas mal de trous dans ce squelette. Donc on peut pas vous le présenter en l'état. Mais il y a une petite vidéo qui va sortir sur ma chaîne qui annoncera tout ça comme il faut, dans pas longtemps. Et pour l'instant, on attend de vous proposer quelque chose avec déjà des illustrations concrètes pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu et de faire les choses un peu mieux que le tome 1, un peu mieux préparé, surtout que bon, le tome 1, ça a été une autoproduction où il a fallu tout construire de A à Z. On ne savait absolument pas du tout comment ça marchait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris beaucoup de retard et je m'en excuse. Mais pour le tome 2, tout va se passer beaucoup plus rapidement et ce sera bien plus structuré. Ça arrivera cette année, mais je peux pas te donner de date. Alors, une question pour vous deux. Oui. En dehors de YouTube, c'est quoi vos passions, ce que vous faites en dehors des vidéos? Alors, moi, j'adore écrire. Et d'une manière générale, dès l'instant où je crée quelque chose à destination d'un public, j'adore le faire. Là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un jeu vidéo que je programme moi-même. J'ai fait des études d'informatique. Je suis en train d'écrire tout le background de ce jeu vidéo qui sera aussi publié en roman. J'ai écrit une saga audio que j'ai enregistrée, là le mixage est en train d'être fait. J'adore jouer la comédie. Dès l'instant où c'est un truc un petit peu artistique qui consiste à partir d'une idée et la rendre réelle, je m'éclate. Donc voilà. Mais la plupart de mes hobbies sont au final des trucs qui consistent à créer d'autres choses. Donc ça me permet d'être relativement productif au final. Vraiment, c'est full musique. J'ai un SoundCloud où il y a une centaine de sons. Je sais pas exactement combien, mais il y en a plus d'une centaine.
Et c'est des sons que je compose de A à Z, qui sont complètement libres de droit, que je distribue pour la communauté, parce que je sais que c'est difficile pour les gens qui se lancent sur YouTube d'avoir des sons libres de droit. Donc je les compose avant tout pour moi et je les distribue pour les autres. Et ouais, c'est vraiment la musique en fait. À côté de YouTube, c'est vraiment full musique. Merci. Et je plante aussi également sur Netflix, faut pas croire. Alors, c'est une question pour Antox. Oui. Je sais que tu es très musique et tout, mais c'est quoi ton style de musique préféré ou tes styles, tu en as plusieurs, et tes styles de musique que tu détestes le plus? Alors, mon style de musique préféré restera le classique. Mais vraiment définitivement le classique. Après, j'aime beaucoup les variantes qui partent du classique, genre le hip-hop orchestral, la trap orchestrale. J'aime beaucoup Overwork, un groupe d'électro qui mélange électro-glitch avec de l'orchestral également, et tout part de l'orchestral en fait. J'écoute exclusivement de la musique, très peu de chansons, hormis en live, où je vous balance pendant 10 minutes des sons un peu qui viennent de partout. J'ai un groupe fétiche que je ressors tout le temps qui s'appelle Grammatique, qui est un mec seul qui vraiment se démène de ouf avec un autre groupe qui s'appelle Grismatic. Enfin Gris, du coup ils ont scindé leurs deux groupes, mais eux ils mélangent des sons d'esclaves américains des années 30-40 et ils en font des remixes hip-hop électro, c'est juste incroyablement stylé tellement t'as l'impression que ça peut jamais coller ensemble et au final ça fait un truc de dingue. Ce genre d'expérience sonore j'aime beaucoup, genre Professeur Click. Aussi pareil, vous connaissez forcément le générique de l'Inquiétéracide. Professeur Click en est le compositeur, et si vous ne connaissez que ce générique-là, je vous conseille de voir tout ce qu'il a pu faire lui derrière, parce que ce mec-là est vraiment un génie de la musique. Et les sons que je déteste, enfin le style de son que je déteste, il n'y aura pas un style en particulier, parce que je suis assez mélomane, mais la K-pop, j'ai vraiment du mal avec ça, les gars. J'avais une question pour Superflame. Oui. Qu'as-tu pensé de ton passage à La France a un incroyable talent? Alors ça a été une expérience à la fois traumatisante et enrichissante. Enrichissante dans le sens où ça m'a véritablement appris ce que c'était que l'envers du décor d'une production de télévision, à savoir une usine à audimat. Quand tu arrives là-bas, t'es vraiment conçu comme un truc à être pris, mis sur scène et dégagé ensuite. La dimension humaine est très très peu présente. Typiquement, moi, je me souviens quand on m'avait fait répéter, on en avait limite rien à foutre de moi. Les gars dans la salle étaient sur leur smartphone, les producteurs sont pas les couilles de ce que je faisais. Voilà, mais en même temps, voilà, ça m'a vachement perturbé de me rendre compte qu'au final, on te fait te sentir un petit peu unique, spécial, on te dit que tu as toutes tes chances de gagner, et au final, on te fracasse la gueule. Alors qu'on t'avait demandé plus ou moins de faire ce que t'as fait. C'est l'ascenseur émotionnel de... Voilà, c'est ça, c'est un putain d'ascenseur émotionnel. Mais au final, je n'en reveux pas tant que ça. Ça m'a véritablement appris la véritable différence entre une petite production à petite échelle, ce que j'ai vécu notamment avec Andrew Bennett, et toutes les occasions que j'ai eu de faire avec du doublage ou de la création de voix pour des dessins animés, et l'usine à Audimat, qui est une production télé. Donc c'était pour dire, est-ce que vous avez une ou deux chaînes, on va rester dans tes abonnements, hein, dans les chers abonnements, si vous avez une ou deux chaînes pas assez connues pour vous, là, que tout de suite pour la mettre en valeur, est-ce que vous auriez une chaîne ou deux, et pourquoi la mettre en valeur? Une ou deux chaînes à mettre en avant maintenant tout de suite? Là tout de suite. Waouh, je te dirais Joe Bonda. Celui qui me vient spontanément dans la tête, c'est Joe Bonda. C'est un mec qui fait de la review de vidéos. Un petit peu comme ce que pouvait faire Antoine Daniel, mais ce n'est pas du Antoine Daniel et je ne fais aucune comparaison avec lui, bien évidemment. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est quelqu'un qui fait de la review de vidéos sur des vidéos what the fuck et il le fait extrêmement bien. La dernière vidéo qu'il a fait, elle fait 35 minutes, je crois, et ça passe, mais alors tout seul. Et ça s'écrit comme ça se prononce, un J.O. Bonda. Et allez voir ce mec. Il a une tronche. Vous avez envie de lui faire des câlins, ce mec. Il inspire la sympathie et il a un bon humour. Le montage est génial et il a vraiment besoin de soutien parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Et si vous pouviez lui mettre un petit message de ma part et lui dire voilà, il a parlé de toi, on te fait un bisou juste en passant, même si vous vous abonnez pas. Voilà. Faites-le pour lui, ce serait cool. Vraiment, ce serait cool. Après, en deuxième chaîne, j'aurais pas dans la tête. Mais je vous Bonda, voilà. Moi, les deux chaînes que je vous recommanderais, c'est Chinis. En fait, il fait des cartoons, des
cartoon, totalement absurde. Humour noir et C'est de l'humour noir, cynique, sale, terrible. en flat design. Et c'est génial, j'explose de rire à chaque fois parce que c'est que de l'inattendu, c'est que du what the fuck. Si vous êtes assez fermé à des blagues racistes, des blagues un petit peu gênantes qui vous mettent le malaise. s'en bat les couilles. C'est aussi, est-ce que tu sais, par exemple, imiter une voix féminine? C'est très important, je pense. Alors, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, avant que je mue, je pouvais imiter très facilement des voix de femmes, dont la CPE de mon collège. Et ça va vous dire que j'ai traumatisé un sacré nombre de gens. C'était plutôt très rigolo. Et tu sais faire la grand-mère. Je sais faire la voix de la grand-mère assez facilement. Je peux faire des voix comme ça, mais c'est quand même vachement enfantin plus le féminin. Et les voix des secrétaires un peu chiantes. Hein. Les femmes qui parlent comme ça, on en connaît beaucoup. Hein. Je vous demande un instant, je vais voir avec mon collègue. Hein. Je vais sur des minutes. Hein. Et du coup, est-ce que tu sais faire une voix un peu bizarre, comme Yoshi, je sais pas, ou quelque chose comme ça? Bah, je sais faire volume. Nous volons, nous sommes dans le fond, une vie étrange. Non, pas dans le fond. Est-ce que vous avez un indice sur ce qui s'est passé entre Squeezie et Chikuncha? Je pense, Squeezie, au vu du nombre de gens qui te suivent, tu as sans doute beaucoup plus de choses importantes à dénoncer sur Internet et surtout sur YouTube, avec des chaînes extrêmement cringe qui font des trucs tranquillou sans aucun problème, comme les chaînes soi-disant légales d'éducation sexuelle qui ne le sont pas et qui ont soi-disant une licence éducative alors qu'elles ne l'ont pas non plus, qui sont monétisées et visibles par tout le monde. Mais ça n'a pas l'air de l'intéresser. Tu peux dénoncer un comportement, une manière de faire, mais pas une personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai aucun problème avec une vidéo totalement engagée qui va aller critiquer un phénomène, quelque chose qui est en train de se produire dans le milieu de YouTube, des trucs comme ça. Mais dès l'instant où tu nommes des personnes, que tu fais incarner ce problème par quelqu'un, je pense qu'il est de ton devoir vis-à-vis de la justice et de la neutralité d'inviter cette personne à réagir à ça. Et pour moi, la notion de droit de réponse, c'est quelque chose qui est véritablement important. Par exemple, vous suivez sans doute Cache Investigation, qui est présentée par Élise Lucet, qui dénonce des trucs et tout, mais elle a beau dénoncer des phénomènes et parfois nommer des gens, elle leur propose toujours d'intervenir dans leur émission pour pouvoir intervenir et donner leur point de vue. Parce que pour moi, ça fait partie du boulot de journaliste, parce que même si on n'est pas journaliste, quand on a ce genre de démarche, c'est une démarche journalistique. Et j'ai pas compris la question. Les enfants qu'on met en scène à la télé. Ouais. Pour moi, même combat. Bien sûr. Je suis pas partisan du. Pour moi, l'enfance c'est un moment hyper important où tu vas vraiment ancrer ta personnalité et des sentiments très forts par rapport à tout ce qui t'entoure. Et si tu ne suis pas les codes classiques de ce que vous avez peut-être tous connu dans la cour de récré avec les POG, les crottes de nez sur les vestes des copains, ou les trucs de genre là, bah ta vie elle est chelou, tu vois, t'as pas de repères. Que ce soit à la télé. Après, c'est compliqué parce que, ouais, on a besoin de l'image des gosses dans les pubs pour certaines marques comme les couches, les trucs de genre. On a besoin d'enfants dans le cinéma pour le réalisme de certaines scènes. Mais ça, c'est hypocrite. Je suis contre, mais c'est hypocrite de ma part de le penser parce que ça doit exister dans le cinéma et dans ces choses-là. Mais sur YouTube, je pense qu'on peut s'en passer allègrement. Oui, bah, au final, on est tous le résultat d'une histoire de vie, de choses qu'on a vécues, de choses qu'on n'a pas vécues, de personnes qu'on a rencontrées, de personnes qu'on n'a pas rencontrées. Et au final, si un enfant ne connaît que ça, que depuis qu'il est tout petit, on ne l'élève qu'à être présent sur des plateaux de télé, à être un showman, à ne pas avoir de relations sociales normales avec d'autres enfants, à ne pas savoir ce que c'est que jouer, ne pas savoir ce que c'est que de se faire des amis sans que ça repose sur une popularité. Et ben la personne qui en résultera sera un système dont elle n'est même pas responsable elle-même. Elle subira la volonté d'une autre personne. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est profondément injuste quand on impose aux gens la vie qu'ils vont avoir. Attends, mais tu te rends compte? Tu fous ton gosse de 5 ans qui fait avec des Legos, ça fait 5 millions de vues. Vous stigmatisez beaucoup les créateurs, mais vous stigmatisez pas du tout les viewers en fait. Parce qu'un con qui parle, il y en a beaucoup, mais un con, il acquiert de l'importance grâce aux viewers. En partenariat, en featuring, avec Doc Seven, Kiki Chandouidoui, Manon Bril et
c'est tout, je crois. Ouais, je crois que c'est des super connards. Et c'était sur l'influence des viewers. Où justement, j'expliquais, et d'autant plus criant dans mon cas, que on est littéralement influencé par vous dès le début de notre chaîne YouTube en fait. Quand on commence à créer notre chaîne, on pense à ce qu'on aime, mais aussi à ce qui va fonctionner. Genre par exemple, tu veux faire du gaming parce que tu aimes ça, mais tu vas inconsciemment voir quel est le jeu qui fonctionne le plus du moment, par rapport aux gens qui regardent. Donc tu es influencé déjà par les viewers. Mais dans la critique, c'est terrible, parce que quand tu vois que quelque chose marche, et que dans les commentaires on voit qu'il y a des gens qui disent « Waouh, comment tu lui as mis cher, vas-y, le prochain il va être un énorme machin », et toi tu te dis « Le prochain il faut qu'il soit encore plus ouf ». Donc le prochain t'es encore plus ouf, et après tu finis par te perdre, et ne faire qu'accepter ce que les gens te réclament, et plus réellement faire ce que toi tu veux réellement, tu vois. Et là tu te paumes. J'en avais parlé dans la vidéo de l'influence des viewers. Mais on pourrait faire ça de manière un peu plus indirecte. Par exemple, moi ce que j'aurais bien aimé sur ta dernière vidéo, c'est que genre t'as critiqué une chaîne sur l'occulte. Ouais. Et genre à la fin j'aurais trouvé ça genre, génial que tu présentes une autre chaîne en mode qui aura repris les mêmes thèmes mais de manière plus pertinente. Alors je l'ai fait dans les commentaires. Parce qu'en fait, du coup, cette vidéo, je l'ai fait un peu à la va-vite et surtout beaucoup énervé parce que ce genre de personnes m'énerve au plus haut point d'être aussi, excusez-moi du terme, mais connes et absolument pas cultivées. Je trouve ça terrible, surtout qu'elles sont intolérantes au possible. Et quand je suis assez énervé dans l'écriture et dans le montage, j'en oublie de parler de choses un peu plus positives, je le conçois, mais je l'ai mis dans les commentaires et j'ai parlé de la chaîne de culture. Je vais rebondir sur la question. Est-ce qu'il y a eu déjà des vidéos que vous avez faites, que vous, par l'influence des viewers, et que vous regrettez C'est Roy Izalou, qui avait pour seul objectif de faire marrer certainement son entourage. Et moi, je lui ai fait descendre du coude dans la jugulaire, et j'ai été un peu méchant. Un peu méchant parce que du coup, c'était très facile. Je savais que ça allait faire marrer un maximum de gens, je savais que les gens voulaient absolument que ce soit drôle, méchant, frontal. Et je me suis dit, elle, c'est la cliente parfaite. En plus, elle m'agace un peu. Et j'ai pas été tolérant, j'ai pas été pragmatique et je l'ai déglingué totalement. C'est vrai qu'après coup, je me suis dit, putain, elle a rien demandé, elle est malaisante, certes, mais elle a rien demandé la pauvre. Eh oui, celle-ci, je la regrette un peu, ouais. T'en as une que tu regrettes, toi? Personnellement, je crois que je regrette aucune vidéo. Par contre, il y a des choses vis-à-vis des réactions de la communauté qui m'ont poussé à arrêter certains formats, notamment c'est ce qui s'est produit avec les tutos en gaming. Oui. Donc je prends une voix de gamin et je joue à Minecraft. Basiquement. En disant bien entendu des inflos ininterrompus de conneries. Et en fait, ça a été un contenu qui a été très clivant dans ma communauté. Il y a ceux qui ont pris ça au premier degré et qui ont juste vu des gamineries, des trucs totalement débiles. Il y a ceux qui ont vu ça au second degré et qui ont vu une parodie, une critique subtile et au final un vrai divertissement volontairement créé et scénarisé pour ça. Mais au final, la majorité, plus le temps passait, plus la majorité passait du côté des gens qui n'aimaient pas, bizarrement. Les audiences de ce format-là baissaient, les commentaires étaient de plus en plus virulents et construits pour me dire que c'était pas top, c'était pas ouf, qu'ils comprenaient pas la démarche. Et pourtant, t'aimais bien. De quoi? Toi, t'aimais bien le faire. J'aimais bien, mais sur la fin, je faisais quand même ce format par corvée. C'est-à-dire que... C'est terrible, ça. C'est-à-dire que c'était un truc qui faisait des bons scores, c'était facile à produire, c'était pendant la période durant laquelle je faisais mon BTS, j'avais pas énormément de temps pour produire du contenu et réfléchir. C'était un truc tout bon, j'ai eu même Minecraft, j'ai lancé ma caméra, je prenais mes voix débiles et je faisais une espèce de jeu de rôle schizophrénique, quoi, en changeant ma voix. Du coup, ça allait super vite à produire. J'avais juste 2-3 idées de base et j'improvisais pendant 10, 15, 20 minutes, je faisais un montage très succinct et je uploadais ça. Putain, j'aimerais bien. Et sur la fin, moi aussi je commençais à ressentir que c'était une corvée, peut-être qu'au final les viewers aussi ont commencé à ressentir que pour moi aussi ça devenait une corvée, ce qui explique qu'ils aient de plus en plus basculé dans le camp des gens qui n'aimaient plus trop ce format. Et du coup, j'ai dit, fuck, j'arrête, de toute façon les vues elles baissent. Mais là, plus le temps passe, c'est plus j'ai des messages de mecs qui me disent, mec, pourquoi t'as arrêté, recommence, c'était grave drôle et tout. Mais le problème, c'est que pour l'instant, moi personnellement, j'ai pas envie de refaire ça, mais les personnages que j'ai créés là-dedans, j'ai envie de les réutiliser. Et pas forcément dans un jeu Minecraft. Dans d'autres cas, Josette, dis-toi. Et Maxence. Je les adore ces personnages, d'ailleurs leur voix je les réutilise dans d'autres œuvres. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'abrutir l'esprit, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'enrichir, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, je m'en fous. Généralement, moi quand je fais une vidéo à la base, l'idée principale, c'est faire marrer les gens. Ça s'arrête là. Avant, j'avais eu cette idée de vouloir, montrer qu'il y avait des choses un peu plus
intéressante, un peu plus poussée. J'étais très manichéen dans ma manière de penser. Et je me suis dit, au final, je cultive une image qui n'est pas la mienne, celle d'un mec ultra condescendant, qui sait mieux que tout le monde et qui joue la morale, alors que c'est pas moi. Moi, je suis juste un connard qui ouvre sa gueule et m'en a rien à foutre. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, les gens ils comprennent tout de Traviole. Bah, j'ai juste envie de faire marrer les gens, je m'en fous en fait. Maintenant, si vous voulez regarder les contenus cancer, si vous voulez regarder une Fortnite, si vous voulez faire de l'unboxing, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai juste envie de faire marrer les gens. Point barre. Et ça, c'est l'idée de base. Pour moi, une bonne vidéo, c'est quelqu'un qui va faire passer, c'est une vidéo qui va faire passer à quelqu'un ce que j'appelle un bon moment. Pour moi, un bon moment, ça peut être avoir ri, avoir été simplement diverti, ça peut être avoir appris quelque chose. C'est une vidéo qui va te transformer, mais pas forcément de manière irrémédiable et totalement, mais qui va apporter un petit truc à ta vie, ne serait-ce que pendant un instant T, que tu ne sois plus exactement la même personne que tu étais avant et après avoir vu cette vidéo. Alors, une dernière des dernières, pour clôturer le tout, s'il y en a une vraiment dernière. Est-ce qu'un jour, on pourra entendre plutôt tes œuvres musicales sur des web-séries ou des courts-métrages qui sont sur YouTube, tu penses? Alors, je sais que c'est déjà le cas, étant donné que je partage mes sons à qui veut les prendre. Il y a déjà eu des web-séries qui ont utilisé mes musiques. Alors après, te dire lesquelles, je sais pas, parce que c'est des toutes petites chaînes qui font pas beaucoup de vues. Pareil pour des courts-métrages, je saurais pas te dire, mais je sais que ça existe. Je pourrais pas les partager, les diffuser, parce que c'est noyé dans la tonne de vidéos et dans la tonne de messages aussi que je reçois. Mais moi, pourquoi pas? Vraiment, si quelqu'un veut utiliser mes musiques pour des courts-métrages ou des web-séries, alors, toutes les musiques que je fais ne s'y prêtent pas forcément. Mais après, à voir, peut-être qu'une collaboration, si j'ai le temps, si je trouve l'inspiration, ce serait avec très grand plaisir de bosser avec quelqu'un qui me dit, écoute, je te donne, je sais pas, 6 mois pour composer quelques sons qui pourraient se caler sur un thème Heroic Fantasy ou peu importe. Vas-y mec. Est-ce que tu penses que si on proposait de faire des doublages ou par exemple des voix pour des animations, que ce soit sur YouTube ou même à la télévision, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu accepterais? Bien sûr, à l'heure actuelle, je collabore avec énormément de chaînes qui font de l'animation sur YouTube. Je collabore énormément avec Kanjibot Cartoon Trash, L'Actu Animé, j'ai même fait des voix pour Chinis, Kiksama, qui a bossé avec moi. J'adore collaborer. Ouais, j'adore collaborer avec des youtubeurs artistes, entre guillemets, pour lesquels j'ai un talent complémentaire au leur. C'est-à-dire que la collaboration résulte de la complétion de nos deux talents. C'est-à-dire que la vidéo ne pourrait pas exister si l'autre n'était pas intervenu. Et sinon, dans le monde de la production un petit peu plus classique, il m'arrive souvent d'être appelé pour bosser sur des dessins animés. Après, on ne peut pas véritablement parler de doublage stricto sensus, puisque j'interviens justement dans le processus de réalisation du dessin animé, et que dans ce cadre-là, justement, on enregistre les voix avant de faire l'animation. C'est plus logique, c'est plus simple pour les animateurs. Professionnellement, ça, j'en ai déjà fait 4 ou 5 fois, il me semble. Sinon, je fais aussi de la voix off pour des spectacles. Je fais aussi des voix pour des shows et tout. D'un temps, il y a besoin de ma voix, moi je suis content de la prêter. Après, beaucoup de gens pensent que c'est mon objectif à terme, mais non. Pour moi, la voix, c'est un outil qui me permet de créer des trucs. Moi, mon véritable objectif, c'est de créer des trucs pour un public. C'était très cool de votre part d'avoir participé, d'avoir posé autant de questions. Merci beaucoup. J'ai envie de vous applaudir parce que vous êtes cool. Merci beaucoup. C'est la première fois que je venais à Belfort et je reviendrai parce que vous êtes adorables. Merci beaucoup.